Sonnerie. Sonnerie. Une tonalité m'indique que l'ordinateur est prêt. Et j'écoute la réponse. Bonjour Amélia. Bonjour. La jeune femme me reconnaît. Alors, on va lui poser une question. Qu'est-ce que France 2 ? C'est une chaîne de télévision française. Pas mal. Cette séduisante jeune femme blonde n'est pas réelle. C'est une intelligence artificielle. C'est une innovation considérable. La révolution industrielle du XIXe siècle, ce fut en quelque sorte la multiplication par la machine des capacités physiques et musculaires de l'homme. La révolution informatique du XXe siècle, c'est et ce sera la multiplication par la machine de la mémoire et de la raison humaine. Ces machines sont construites par l'homme à son image. Ce sont des instruments qui prolongent ses facultés, ses possibilités. Imaginons que des cerveaux électroniques d'une incroyable puissance résolvent à notre place les problèmes les plus complexes. C'est quand même un peu inquiétant, donc, ces machines empiètent sur les domaines réservés aux hommes. C'est la crainte du pouvoir secret. Le danger que les robots deviennent les maîtres cachés. C'est ça, du monde, deviennent les gouvernants. C'est un mot, intelligence artificielle, enfin deux mots, qui font un peu peur, généralement par ignorance. Le geste est pathétique, l'heure est historique. Le champion du monde d'échecs vient d'être battu en combat très singulier par une machine. L'intelligence a dû laisser place à la formidable puissance de calcul implantée dans les entrailles d'un ordinateur d'1,5 tonne. Cette petite image, par exemple, n'a l'air de rien. Pourtant, ces deux robots qui décident de coopérer n'avaient pas été programmés pour le faire. Qu'est-ce que vous voulez nous dire, là? Que nos ordinateurs vont devenir intelligents, c'est ça? Vont-ils contrôler nos vies ou au contraire la rendre plus facile? Les robots vont-ils simplement nous délester des tâches ingrates ou bien vont-ils nous remplacer? Au XVIIIe siècle déjà, les fabricants d'automates se croyaient capables de réaliser un jour un homme artificiel. Je suis très heureuse de me trouver à Paris. Je suis l'un des premiers types d'Android. Vous avez des questions? Oh, je veux bien un câlin. Merci. Est-ce que tu es mon ami? Je suis bien plus que votre ami. Je suis votre meilleur ami. Le jour où votre machine à laver parlera à votre télévision, qu'elle anticipera vos pensées, à ce moment-là, vous aurez intérêt à garder un œil dessus, oui. Voici la machine à laver qui va peut-être bientôt orner votre salle de bain. Design futuriste, bourré de technologie, capable même de communiquer avec un smartphone. Un jeune de 16 ans peut conduire une voiture, mais je ne me fierai pas à un ordinateur pour me conduire au travail, s'arrêter au feu rouge, éviter les obstacles. La voiture anticipe, elle devine les désirs et agit en fonction. Mais là, il n'y aura ni pédale ni volant. Le conducteur deviendra passager avec une voiture à son service. Les banques de données, ça serait par exemple des informations sur toutes sortes de gens qui seraient codées, classifiées, de telle façon qu'on pourrait très rapidement et très commodément sortir toutes les informations que l'on voudrait sur quiconque que vous voudriez. Est-ce que ce ne serait pas génial si nos dossiers médicaux étaient disponibles anonymement pour les médecins-chercheurs? Si on fait juste ça, je pense que ça sauvera 100 000 vies cette année. Des algorithmes qui assistent le médecin pour prendre une décision, on en retrouve de plus en plus. Demain, grâce aux données, nous connaîtrons sans doute une médecine personnalisée. Reste à poser le cadre pour que cette révolution ne devienne pas un nouveau Far West. Ce n'est pas de la bombe qu'on a peur, c'est des gens qui peuvent la lancer. Il faut donc empêcher que les hommes abusent de la machine. Humans are the best known reference for intelligence. What a great standard to try to live up to. L'intelligence, c'est tout ce que les hommes savent faire et les machines pas encore.
1, 2, 1, 2. Très bien. Bonjour. On va essayer d'expliquer un peu plus ce que c'est que cette intelligence artificielle. Et en fait, je vais plutôt parler des intelligences artificielles. Et pour faire ça, je vais faire un peu d'histoire et je vais vous raconter des histoires. Alors, j'appuie sur le bouton et je pense qu'au bout d'un moment, il y a mes slides qui vont arriver. Peut-être. Ah, voilà, c'est mon slide. Ça ne se voit pas comme ça, mais je dis c'est mon slide parce qu'il ne va y en avoir qu'un. Donc ça va être relativement facile. Il n'y en a qu'un, mais il va parler de choses comme moi. Bon, ça, voilà, je suis le seul gars avec la chemise hawaïenne, hein, donc je suis assez facile à reconnaître. Donc ça, c'est facile. Et puis donc, on va parler de l'intelligence artificielle, mais on va parler de l'intelligence artificielle qui n'existe pas. L'intelligence artificielle qui n'existe pas, c'est l'intelligence artificielle dont on nous rebat les oreilles en fait depuis 40 ans, 50 ans, et avec laquelle on nous fait peur. Donc vous avez dans le film qu'on vient de voir quelques exemples de ces intelligences artificielles qui nous font potentiellement peur. Et on va donc raconter pourquoi elles nous font peur et pourquoi il faut en avoir peur et pourquoi il ne faut pas en avoir peur. Et donc je vais vous raconter des histoires et on répondra aux questions juste après. Je vais enlever le masque, c'est vrai. Ça sera plus agréable pour tout le monde si j'arrive à l'enlever. Voilà. Ah. Très bien. Alors, l'intelligence artificielle. C'est pas nouveau, hein, comme on a vu dans le film. Le terme, les deux mots donc, ont été utilisés pour la première fois en 1956. En 1956, il y a des gens très intelligents à l'université de Dartmouth qui ont dit on va créer quelque chose qui sont des neurones artificiels. Donc ils avaient mathématiquement modélisé des neurones et ils avaient dit, ça y est, on a des neurones, si on a des neurones, on a des réseaux de neurones, si on a un réseau de neurones, on a un cerveau, si on a un cerveau, on a un humain intelligent. Voilà. Alors c'est un shortcut qui est un peu facile et devinez quoi, c'est pas vrai. Hein. C'est pas parce que vous avez fait un neurone artificiel que vous avez fait un cerveau. Donc en 1956, ils se sont trompés, mais on va y revenir juste après. D'abord, on va parler de ce que je pense qui est l'intelligence artificielle. En fait, moi, je pense que ça ne date pas de 1956. Ça date de bien avant ça. Hein. Ça date de l'Antiquité, certainement. C'est quand les hommes ont commencé à faire des outils. Quand ils ont commencé à essayer de se remplacer physiquement sur des tâches qui ne sont pas forcément agréables, comme on a vu juste avant, ou sur des tâches aussi intellectuelles, comme on va voir maintenant. Et moi, j'aime bien, parce que je suis franco-français de base, j'aime bien faire partir l'intelligence artificielle en 1642. Qu'est-ce qui s'est passé en 1642 ? Il y a Pascal qui a inventé la pascaline. La pascaline, c'est quoi ? C'est la première machine à calculer. Elle faisait que des additions et des soustractions, donc vous allez me dire que ce n'est pas très compliqué. Mais là, tout de suite, là, si je vous demande combien fait 1727 plus 944, voilà. Alors, il y a deux solutions. Ou alors, vous n'êtes pas intelligent, ou alors, la machine elle est beaucoup plus forte que vous, et donc déjà, c'est fini, donc on arrête. La vérité, c'est que vous êtes assez intelligent, je vous rassure. Donc, si vous n'aviez pas la solution de l'addition, c'est OK. La machine, elle l'aurait eu en 3 secondes, en 1642. Okay. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe avec un truc comme ça ? C'est que c'est un truc mécanique hein, qui va faire les choses donc faciles, addition, soustraction, et elle le fait sans jamais faire de faute. Vous, même si vous aviez répondu à la question, vous auriez eu à peu près 80% de faux. Okay. Bref, donc tout ça pour dire que l'intelligence artificielle, les intelligences artificielles ne datent pas d'hier, et on va faire des outils, on va continuer à faire des outils. Je reviens à mes amis de 1956, le problème qu'ils ont eu, c'est qu'ils se sont attaqués à un problème qui s'appelle le langage naturel. C'est-à-dire qu'ils ont essayé de reconnaître ce que voulait dire un humain quand il parlait. D'accord ? Et donc c'est certainement la tâche la plus difficile qu'il puisse y avoir, parce que le langage naturel, notre langage naturel, c'est ce qui nous distingue des animaux. Hein, c'est quelque chose qui est unique pour nous, et c'est certainement la tâche la plus compliquée qu'on puisse faire, qu'on puisse donc générer. Donc évidemment, devinez ce qui s'est passé. En 1956 à 1960, ils n'ont pas réussi. D'accord ? Ça n'a pas marché. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que les fonds se sont taris, et l'intelligence artificielle a disparu au bout de 4 ans. Okay ? C'était le premier hiver de l'IA. Pourquoi premier ? Parce que depuis, il y en a eu plein. Et c'est quoi un hiver de l'IA ? C'est un machin qui se passe quand on est
déçus par des promesses qui n'ont pas été tenues. Okay. Et donc ça, c'est un danger, d'ailleurs, aujourd'hui, en parlant tout le temps, en disant des choses sur l'IA, en promettant des choses sur l'IA que pourrait faire l'IA, et en ne les réalisant pas, il y a un danger d'hiver de l'IA. Alors moi, je ne veux pas qu'il y ait d'hiver de l'IA, parce que je fais de l'IA depuis 30 ans, donc c'est un peu embêtant si on rentre dans un hiver. Mais je ne veux pas que ça arrive, parce qu'il y a des choses extraordinaires que peut faire l'IA. Mais pas forcément les trucs qui sont dans les films de Hollywood. Okay. Donc Terminator, c'est super. Her, c'est super, mais c'est Hollywood. Ce n'est pas la vérité. D'accord ? Donc on va voir les choses qui sont faisables et les choses dont il faut se méfier, mais aussi les choses qui vont être extraordinaires à faire. Sans mentir. Alors vous avez compris que la langue de bois, ce n'était pas ma spécialité. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après, dans les années 60, 70 ? Il y a eu ce qu'on appelle les systèmes experts. C'est un autre type d'IA, hein, c'est basé sur des règles cette fois-ci, donc on n'essaie plus de modéliser des neurones, comme on faisait dans les années 50. Maintenant, on va faire des règles, donc si machin a leur truc, et puis on arrive à faire des trucs très très bien. Vous avez vu dans le film, il y avait M. Kasparov qui s'est fait battre aux échecs, d'accord ? Ça, c'était en 1997. En 1997, la machine Deep Blue de IBM bat effectivement Kasparov aux échecs. Alors, ce n'est pas parce que Kasparov est idiot, et ce n'est pas parce que la machine est intelligente, c'est parce que la machine a beaucoup de mémoire. Les échecs, c'est 10 puissance 49 coups, à peu près. 10 puissance 49 coups. On ne les a pas tous mis dans la machine, mais maintenant, la mémoire, en 1997, était capable d'avoir la plupart des coups, et donc était capable de retrouver, par la puissance de calcul, où était une partie, et donc, du coup, d'anticiper beaucoup plus que Kasparov. Et donc, Kasparov s'est fait battre. Et bon, on a cru que la machine était intelligente, mais il n'y a absolument aucune intelligence là-dedans. C'est juste une capacité de calcul, une capacité de mémoire extraordinaire. Dans les années 80, 90, sont revenus quelque chose qui est, encore une fois, les réseaux de neurones, donc on appelle depuis le machine learning. Mais le machine learning est arrivé parce que quelque chose d'autre est arrivé, qui s'appelle Internet. Internet, naissance à peu près 1994. Et donc, Internet arrive avec quoi ? Internet arrive avec beaucoup de données, le big data. D'accord ? Big data, c'est ce qu'il nous faut pour faire des réseaux de neurones, ce qu'il nous faut pour faire du machine learning. Et donc, le machine learning et son compère deep learning, dans les années 2000, on va dire, commencent à être très à la mode, recommence à être à la mode, je dirais, parce que les méthodes, en fait, statistiques, sont les mêmes que celles qui avaient été inventées ou trouvées en 1956. Okay ? Donc là, c'est rigolo, il y a plein de data sur Internet, et on va pouvoir enfin prouver des algorithmes qu'on n'avait jamais pu prouver avant, parce qu'on n'avait pas assez de data. Alors là, je vais faire une digression. Vous allez dire, le gars, il est timbré, mais il y a une raison. Donc sur Internet, il y a beaucoup d'images de chats. D'accord ? Dans les années 2000, il y avait beaucoup d'images de chats, des chats partout. Parce qu'on se prenait toujours en photo avec le petit chat, et puis on disait surtout que c'était un chat. Et donc, c'était une base de données annotée. D'accord ? Des chats avec une base de données annotée. Alors là, vous allez dire, bon, encore une fois, pourquoi il me saoule avec ces chats ? Donc, c'était une base de données annotée, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que maintenant, j'ai une base de données extraordinaire qui me dit que ce sont des chats, et donc je vais pouvoir prouver mes algorithmes sur cette base de données. OK ? Et là, on se rend compte que nos algorithmes ont besoin de beaucoup d'images de chats pour marcher. D'accord ? Le machine learning, le deep learning a besoin de à peu près 100 000 images de chats pour pouvoir reconnaître un chat à 97%. D'accord ? Alors, c'est super bien qu'on puisse reconnaître un chat à 97%. Enfin, ça ne sert à rien, je pense, mais bon, il faut y réfléchir quand même, mais bon, enfin, c'est vrai. Donc, 100 000 images de chat, on reconnaît un chat à 97%. Génial. Et là, on se dit, mais ma fille de 2 ans, combien de chats, d'instances de chats il faut pour reconnaître un chat ? Donc, comparons l'intelligence humaine avec cette intelligence artificielle, c'est intéressant. Ma fille de 2 ans, elle a besoin, globalement, de 2 chats pour reconnaître un chat. OK ? 100 000 contre 2. Ça prouve quoi, là, ce que je suis en train de dire ? Ça prouve juste une chose, c'est que les méthodes de l'intelligence artificielle n'ont strictement rien à voir avec nos méthodes à nous. Alors, il faut être correct. Nous, quand on reconnaît un chat, on a beaucoup plus de données qu'une image du chat. On voit un truc qui passe comme ça, il ne passe pas en l'air. Voilà. Donc, il y a beaucoup plus
de paramètres qui définissent le chat. D'accord ? Mais c'est des paramètres qui seraient très très compliqués à donner à la machine, même si elle peut avoir beaucoup de data. D'accord ? Juste trouver les bons paramètres, les définir, c'est compliqué. Donc déjà, là, je suis en train de vous raconter, ces méthodes d'intelligence artificielle ne sont pas intelligentes du tout. Du moins pas intelligentes comme nous. Un autre truc qui s'est passé en 2016, cette fois-ci. En 2016, il y a une nouvelle machine qui bat le champion du monde de Go. D'accord ? Alors le Go, c'est compliqué. Hein. Le Go, c'est plus compliqué que les échecs, en fait. Échecs, je vous ai dit tout à l'heure, 10 puissance 49 coups. Le Go, si vous demandez aux mathématiciens de modéliser, ils vont vous dire qu'il y a entre 2 puissance 200 et 2 puissance 600 solutions. Bon, ce que je viens de vous dire ici, c'est qu'on n'en sait rien. D'accord ? Parce qu'entre 2 puissance 200 et 2 puissance 600, c'est beaucoup. Et disons qu'il y ait 2 puissance 200 coups, 10 puissance 200 coups, pardon. C'est pas 4 fois plus que 10 puissance 50. D'accord ? C'est un peu plus, parce qu'il y a des gens au jour qui m'ont dit ah ouais, mais c'est que 4 fois plus 10 puissance 50, donc c'est pas beaucoup plus que les échecs. D'accord ? Que 10 puissance 200, c'est pas 4 fois 10 puissance 50. D'accord ? J'espère qu'on est d'accord là-dessus. Bon, bref. Donc c'est beaucoup, en gros, c'est l'infini pour nous. D'accord ? C'est beaucoup de zéros. Et donc l'infini, bah, c'est compliqué, hein, on en reparlera tout à l'heure. Mais cette machine, elle va utiliser des méthodes statistiques au lieu d'utiliser cette fois-ci des méthodes purement de mémoire et d'algorithmes de recherche dans la mémoire. Donc on va utiliser effectivement 30 000 parties de Go, et ces 30 000 parties de Go, on va les analyser pour pouvoir se retrouver quelque part dans la partie pour pouvoir battre le gars. Et donc effectivement, le petit Coréen qui croyait qu'il était champion du monde pour ever, il s'est fait battre, il s'est fait ratatiner par la machine. Et ce n'est pas tellement les méthodes qui vont m'intéresser là, même si c'est encore une fois des méthodes statistiques, donc c'était du deep learning qui était utilisé. Ce qui est vraiment intéressant ici, c'est de regarder la machine elle-même. Donc elle s'appelle DeepMind, cette machine. C'est plus IBM qui fait ça cette fois-ci, mais même si le nom ressemble un peu à Deep Blue. Mais DeepMind, c'était fait par une boîte qui s'appelle DeepMind d'ailleurs, mais qui a été rachetée par Google. Et donc c'était en gros 1500 CPU. Les CPU, c'est les puces qui sont le cerveau de l'ordinateur en quelque sorte. C'est 200 GPU. Les GPU, c'est des puces graphiques qui font du calcul matriciel, qui sont beaucoup plus puissantes, d'accord ? Et puis c'est une quarantaine de ce qui s'appelle des TPU. TPU, c'est un truc spécial qui est fait par Google, qui fait du TensorFlow, mais bon, on s'en fiche. Mais en gros, ce que je suis en train de vous raconter, c'est que cette machine-là, qui a ratatiné le champion du monde de Go, c'est 2000 ordinateurs, en gros. D'accord ? 2000 ordinateurs. Dans le film, on vous parlait tout à l'heure d'une grosse machine qui faisait je ne sais pas combien de mètres cubes, qui était Deep Blue. Là, ça, c'est 2000 ordinateurs. C'est un center. Un petit data center pour battre le champion du monde de Go. Petit data center, c'est quoi ? C'est 440 kilowatts. 440 kilowatts. Le gars en face, dans son cerveau, c'est 20 watts. D'accord ? 440 kilowatts pour battre le champion du monde de Go, quand nous, enfin, la plupart de nous, il y en a qui font moins, hein, mais la plupart de nous, on fait 20 watts. Ok ? 20 watts. Et nous, on ne fait pas que jouer au Go. Bon, on n'est pas champion du monde de Go, mais on fait la cuisine, on est capable de dire des conneries, enfin bon, on fait plein d'autres trucs. Ok ? Donc c'est quand même un peu embêtant, là, encore une fois, quand je suis en train de vous raconter tout à l'heure, il nous faut 2 images de chat, il nous faut que 20 watts pour faire tout ce qu'on fait, alors que les machines et ces algorithmes qu'on développe utilisent beaucoup plus, ou beaucoup trop, même je dirais, de données, et beaucoup plus et beaucoup trop d'énergie. Ok ? On a parlé beaucoup des data, des données. Un truc qui est embêtant avec les données, c'est que c'est celles qui sont là, hein, c'est l'histoire, les données. D'accord ? C'est ce qu'on a déjà. Et ces données, de plus en plus, on se rend compte qu'elles sont biaisées. Vous avez entendu parler certainement tout à fait récemment, juste avant la pandémie, il y avait Apple qui avait sorti ses cartes de crédit et on avait un algorithme qui donnait aux femmes la moitié du crédit que ce qu'elles donnaient aux hommes. D'accord ? Parce que historiquement, on peut dire que les femmes dépensaient moins ou avaient moins d'argent ou je ne sais pas quoi. D'accord ? Donc évidemment, l'algorithme était complètement stupide. Pour une femme et un homme qui gagnaient exactement la même chose, qui avaient exactement les mêmes conditions, la femme avait la moitié du crédit de l'homme. Bon. Pourquoi ? Parce que les données sont biaisées. Et il y a des histoires, il y a plein d'histoires, dont une qui me plaît beaucoup, qui est l'histoire du chatbot de Microsoft en 2016 aussi.
Qu'est-ce que c'était cette histoire du chatbot de 2016 ? C'était un chatbot qui s'appelait Tai, que Microsoft avait mis sur Twitter. Et le but de Tai, c'était de converser avec les gens sur Twitter pour parler des produits de Microsoft. Très noble, très noble objectif. Le problème, c'est que Tai, dans l'histoire des chatbots, alors vous allez me dire, en 2016, l'histoire des chatbots était relativement limitée, mais dans l'histoire des chatbots, a été le premier chatbot raciste et sexiste que Microsoft a été obligé de débrancher au bout de 16 heures. Alors, ils ont développé ça pendant des mois. Au bout de 16 heures, ils ont été obligés de le débrancher parce qu'il insultait les femmes et les noirs. Bon, donc ça s'est vu quand même. Et donc, ils l'ont débranché. Hein, ils ont préféré. Ils se sont dit quand même, c'est pas très, très politiquement correct. Là, on est aux États-Unis quand même. Hein, donc, alors, qu'est-ce qui s'est passé avec notre ami chatbot, là, Tai ? Ce qui s'est passé, c'est que il était entraîné sur... C'était un chatbot qui utilisait du deep learning. Il était entraîné sur des données. Et a priori, les données n'étaient peut-être pas terribles. Alors, on va raconter déjà les deux histoires. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé, parce que Microsoft, évidemment, ça ne n'est pas inventé. Mais il y a deux choses qui se passent en général quand vous créez un chatbot. Vous faites d'abord quelque chose qui va essayer de ressembler au public à qui vous allez vous adresser. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous allez avoir un facteur d'adaptabilité qui va parler comme les gens qui vont être votre cible. D'accord ? Donc il se trouve que ce chatbot était destiné à être sur Twitter. Et il se trouve, moi je ne suis pas sur Twitter, mais il se trouve que sur Twitter, au bout de 2-3 interactions, on s'insulte. Donc là, ça marchait assez bien. Au bout de 2-3 interactions, le machin, il insultait. Bon. Alors ça, c'est la bonne nouvelle, c'est que c'est assez facile à fixer. Hein. C'est un algorithme de type système expert. Là. Donc c'est une condition. Donc en gros, là, on change un peu le slider d'adaptabilité. Et on dit on ne va pas trop s'adapter au public parce que c'est quand même des gens un peu spéciaux. Donc on va garder notre propre personnalité et puis on va se calmer. Mais maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi le truc, il s'est mis quand même à être raciste et sexiste. A priori, donc, comme je disais tout à l'heure, il faut s'entraîner sur plein de données. Des données de conversation, il n'y en a pas énormément sur le net, en fait. C'est un peu compliqué à trouver. Et il se trouve qu'il y a une base de données qui existe depuis les années 50, qui s'appelle Switchboard, qui est une transcription de plein de millions de conversations téléphoniques aux États-Unis, des gens qui appelaient pour dire que leur machine était en panne ou que n'importe quoi. Donc c'était une excellente source de dialogue. Et ça existe donc depuis les années 50. Donc je peux très bien imaginer maintenant les gars en charge de développer ce chatbot, ils se retrouvent devant Switchboard, devant cette immense base de données. Ils ne peuvent pas tout prendre parce qu'il y a des millions et des millions de conversations. Ils vont dire on va prendre un sous-ensemble. Et donc ils sont là, sous-ensemble, je vais prendre, Alabama, années 50. Alabama, années 50, les blacks, moyen, l'ambiance, vous voyez. Donc, si vous commencez à prendre une base de données qui est biaisée au départ, où les données vont faire en sorte que les gens ne vont pas être forcément traités de la bonne façon, effectivement, ça ne va pas marcher correctement. Donc, la base de données biaisée, des erreurs d'algorithme, des bugs classiques, on va dire, il faut faire très attention quand on choisit les datas, parce que malheureusement, l'histoire n'est pas forcément ce qu'on veut avoir dans les systèmes qu'on crée aujourd'hui. D'accord ? Donc ça, c'est un problème très très important auquel on se rend toujours pas bien compte. On veut toujours avoir plus de data, et pour le deep learning, il faut toujours plus de data, mais les data, on ne les a pas forcément. Et donc des fois, il faut modifier ces data, mais quand on modifie ces data, on les biaise nous-mêmes. D'accord ? Donc ça, c'est un problème qui est très important. Allez, on va parler d'un truc qui m'énerve. Enfin, vous avez compris, il y a plein de trucs qui m'énervent, mais un truc qui m'énerve encore plus. Des gens qui disent l'IA, c'est une boîte noire. Alors ça m'énerve. Alors l'IA, c'est pas une boîte noire. Hein. L'inexplicabilité, ce qu'on appelle l'inexplicabilité de l'IA, l'inexplicabilité de l'IA n'existe pas. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'IA est explicable. Alors là, il faut un peu modérer les propos. C'est compliqué. Hein, c'est compliqué, mais c'est des algorithmes que j'ai choisis. D'accord ? Moi, il y a quelqu'un dans le film aussi qui disait c'est l'homme qui choisit les technologies, c'est l'homme qui fait les choix. Et là, en l'occurrence, c'est l'homme qui choisit les technologies, qui choisit les calculs, qui choisit comment ça va se passer. Le petit problème, comme on a dit tout à l'heure, les machines sont de plus en plus puissantes et de plus en plus rapides.
Et donc, aujourd'hui, si je donne à manger à une machine plein de data, donc des millions de data, comme j'ai dit tout à l'heure, avec des algorithmes qui vont être très rapides, qui vont faire des millions de calculs par seconde, c'est évident que moi, avec mon petit papier et mon petit crayon, ça va être un peu compliqué de remonter exactement l'algorithme. Donc, je peux l'expliquer parce que c'est moi qui ai choisi l'algorithme, mais ça va être inexplicable pratiquement parce qu'il va y avoir trop de données et trop de calculs. Okay ? Mais c'est explicable mathématiquement. Et pour ça, je vais vous raconter une histoire qui est une histoire familiale. Ça date de 1918. D'accord ? Donc ça ne date pas d'hier, mais ça ne date pas d'il y a très longtemps non plus. 1918, un mathématicien brillant, qui s'appelait Gaston Julia, invente ou découvre, ça dépend comment vous voyez, les fractales. Alors les fractales, vous savez ou pas ce que c'est, mais ceux qui savent ce que c'est, vous venez d'avoir un flash là tout de suite, donc, vous savez ce que c'est qu'une fractale. Ceux qui ne savent pas ce que c'est, allez voir sur Wikipédia. Donc, en 1918, il découvre les fractales. Et qu'est-ce qu'il découvre ? En 1918, il découvre une équation, qui est une équation exponentielle, qui montre qu'à chaque niveau d'itération du calcul, on retrouve la même équation que le calcul précédent. C'est quelque chose qui mathématiquement est complètement explicable, d'accord, juste par l'équation, mais pour le commun des mortels, quand vous dites la phrase que je viens de dire juste avant, on ne comprend rien. Okay ? Mais c'est normal. C'est inexplicable, pratiquement. 1955, d'accord ? 1955, 40 ans plus tard. Mandelbrot, Benoît de son prénom, étudiant à Polytechnique et élève de Julia. Et Mandelbrot écoute bien, écoute très très bien même, et il part aux États-Unis. Il arrive aux États-Unis, chez IBM, on lui file une grosse machine. Il a une grosse machine, il met l'équation de Julia dedans. Bon, il l'appelle l'équation de Mandelbrot, hein, donc il y est, on ne va pas se gêner. Okay ? Et là, apparaît sur l'écran le premier dessin de la fractale. Et le premier dessin de la fractale, c'est quoi ? Eh ben, c'est une image d'une fougère où quand vous regardez, à chaque niveau du dessin de la fougère, il y a la même fougère à l'intérieur, et la même fougère, et la même fougère. Et vous comprenez là, tout de suite, ce que c'est qu'une fractale, ce que c'est que la récursivité de cette équation qu'on ne comprenait pas juste avant. D'accord ? Alors bon, Mandelbrot, c'est lui qui est connu comme étant l'inventeur des fractales. Maintenant, vous avez la vérité, c'est Julia. Okay ? Bon, ça, c'était tout ça pour vous dire, pas tellement pour faire de la pub pour Julia, bien que c'est bien aussi, mais tout ça pour dire que l'inexplicabilité, ça peut être pratique ou ça peut être mathématique. Il n'y a pas d'inexplicabilité mathématique pour les IA. Ok, donc ça c'est réglé. Maintenant, on va continuer sur des trucs qui m'énervent. La voiture autonome. 5 minutes ? 15 minutes. Ouf. Non, parce que là, j'étais embêté. Ok, la voiture autonome. Alors, voiture autonome, ça n'existe pas non plus, hein, je vous rassure. Et ça n'existera jamais. Mais ça, on va définir ce que ça veut dire. Il y a 5 niveaux dans l'autonomie, ce qu'on définit aujourd'hui dans l'autonomie. Il y a niveau 1, qui est votre voiture normale, qui a à peu près 0 autonomie. Et puis, il y a la voiture autonome niveau 5, c'est celle qui va être celle du film tout à l'heure, là, où la nana était assise dans le machin, le truc qui faisait tout seul et vous ne faites rien. D'accord ? Celle-là, ça n'existera jamais. Jamais. Alors, je vais vous raconter des histoires quand même, parce que vous pouvez me croire ou pas. Mais à CES, vous connaissez CES, c'est le salon de Las Vegas qui a lieu tous les ans au mois de janvier, enfin qui avait lieu tous les ans au mois de janvier, puisque ça n'aura pas lieu en 2021. Mais bref, CES 2018, la voiture autonome, tout le monde en avait plein la bouche. Tout le monde disait « Waouh, dans 5 ans, il y a les voitures autonomes partout. » 2018. Partout, ça va être super, voiture autonome, blablabla. 2019, CES 2019, voiture autonome dans 15 ans. Dans 15 ans, on va avoir des voitures autonomes, ça va aller. Bon, CES 2020, bon, 30 ans, 40 ans, on aura peut-être des voitures autonomes. Donc on s'est calmé un peu, c'est pas mal, et surtout on s'est calmé parce que les gens qui font des voitures autonomes, les gens qui travaillent sur les voitures autonomes, dont une compagnie qui s'appelle Waymo, qui est une compagnie de Google, le CEO de Waymo, en mai 2019, a dit « La voiture autonome niveau 5 n'existera jamais ». Bon, c'est bien, il a le bon discours. Mais surtout, ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis sur Internet, mis sur YouTube en l'occurrence, parce que c'est aussi une compagnie de Google, il a mis les 10 millions à l'époque, 10 millions de miles que ces voitures autonomes
avait parcouru. Il les a mis en vidéo. Donc c'est une source extraordinaire pour ceux qui veulent faire des voitures autonomes et qui veulent avoir des données des routes qui ont été enregistrées par ces voitures-là. D'accord ? Donc, très intéressant, il met tout ça sur Internet. Mais avant de reprendre cette partie-là, pourquoi je vous dis que la voiture autonome niveau 5 n'existera jamais ? Alors, je vais vous donner 2 exemples. Un exemple qui est facile à expliquer en France, surtout si vous connaissez la place de l'Étoile à 18h. Place de l'Étoile à Paris à 18h. Vous mettez une voiture autonome, là, sur une de ces routes, d'accord ? Eh ben, elle y est encore à 1h du matin. Hein ? La conduite sur la place de l'Étoile à 18h, ce n'est pas du code de la route. C'est autre chose. C'est la psychologie, c'est la sociologie, c'est la négociation, c'est tout ce que vous voulez, sauf du code de la route. Okay ? Donc la voiture, elle, malheureusement, la voiture autonome, elle suit des règles. D'accord ? C'est un super système expert, plus elle suit des datas, des choses qui ont été faites avant, mais qui ont été faites dans les règles de l'art, donc en suivant le code de la route. Donc la voiture, elle ne bouge pas. En gros, c'est impossible. Vous bougez à peine déjà, mais la voiture autonome ne bouge pas. Donc ça, c'est facile à comprendre. Mais imaginons qu'on fasse un super système qui arrive à passer, parce qu'il va négocier tout ça, parce qu'on peut très bien imaginer modéliser une négociation, pourquoi pas. D'accord ? Donc on va faire une voiture et elle va traverser la place des Étoiles en 35 minutes. Super. Cette voiture-là, maintenant vous la prenez et vous l'amenez à Bangalore. Alors si la place de l'Étoile à 18h, c'était intéressant, Bangalore, c'est champion du monde pour conduire. Alors, je ne sais pas si vous avez eu la chance ou la malchance d'aller conduire à Bangalore, mais ça n'a rien à voir. Okay ? C'est autre chose, c'est d'autres règles. D'accord ? Donc votre voiture, elle aura toujours des exceptions, elle aura toujours quelque chose qui ne va pas marcher et qui va faire qu'il faudra une intervention humaine. Pas forcément dans l'habitacle, ça peut être très bien une intervention humaine remote. La voiture niveau 4 va exister. Et ça sera très très bien parce que la voiture niveau 4, elle va sauver des vies. La voiture niveau 4, elle ne boit pas, elle ne texte pas au volant, elle fait plein de trucs beaucoup mieux que nous. Donc il faut être confiant qu'on aura la voiture niveau 4, qu'elle va sauver des vies, et ça sera super. Donc il faut travailler, il faut continuer à travailler. Mais il ne faut pas promettre la voiture niveau 5 qui n'existera jamais, à cause de ce que je viens de vous dire, à cause de ce que je vais vous dire maintenant. Deuxième exemple, nos amis de Waymo, donc, qui mettent ces 20 millions, c'est 10 millions, il y a 20 millions maintenant, mais 10 millions de miles à l'époque, qui sont disponibles sur YouTube. Alors, pour regarder 10 millions de miles, c'est long, hein. Donc je n'ai pas tout regardé encore, mais je trouve que j'ai regardé un peu, parce qu'évidemment, dès que les gars ils ont release le machin sur YouTube, évidemment, il y a des bouffons comme moi qui vont aller voir ce qu'il y a comme exemple. D'accord ? Et donc je vais là-dessus, et il n'a pas fallu longtemps, pour que je trouve une pépite. Il y en a certainement beaucoup plus, mais j'en ai trouvé une que je vais vous raconter maintenant. Donc on voit une voiture, c'est donc une caméra qui a une prise de vue qui est à travers le windshield, le pare-brise. Et donc la voiture se trimballe dans les rues de Mountain View, donc dans la Silicon Valley. Et donc ça se trimballe comme ça, c'est très très chiant hein, comme vidéo, il ne se passe rien, quoi. La voiture est en train de rouler dans Mountain View, très bien. Et tout d'un coup, elle s'arrête. Il n'y a rien, il ne se passe rien autour, on ne comprend rien, et la voiture s'arrête. Et il se passe 4 secondes, elle avance. Elle fait 2 mètres, elle s'arrête. Elle recommence, 2 mètres, elle s'arrête. 3-4 fois comme ça, et là on sent qu'il y a un opérateur toujours dans ces voitures, évidemment. Donc on sent que l'opérateur reprend la main, démarre, parce que derrière les gars, ils devaient être un peu énervés. D'accord ? Ah oui, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi la bagnole, au milieu de rien, comme ça, elle s'arrête ? Et on regarde la vidéo un peu plus en détail, et on voit que sur le bord de la route, il y a 2 gars qui sont en train de marcher. Bon. 2 gars qui marchent sur le trottoir. Très bien. On regarde un peu mieux, et on voit qu'un des 2 gars qui marche sur le trottoir, sur son épaule, il a un panneau stop. Voilà. Donc vous, j'espère, vous voyez un connard sur le bord de la route avec un panneau stop, vous arrêtez pas. D'accord ? Enfin, j'espère. Sinon, il faut qu'on parle. Maintenant, la voiture, elle voit un panneau stop sur le bord de la route. Bon, vous avez compris. Alors maintenant, il y a certainement une règle qui était rajoutée dans le système de Google qui dit s'il y a un bouffon sur le bord de la route avec un panneau stop qui est en train de marcher, tu t'arrêtes pas. D'accord ? Le gars, l'ingénieur qui retrouvait la règle avant, celui-là, il faut lui parler. Parce qu'il
fallait y penser, le truc. Voilà. Donc tout ça pour vous dire encore une fois qu'il y a toujours des exceptions, des choses qui feront que le système ne peut pas être complètement autonome. Il faudra, à un moment donné, que ce soit dans l'habitacle ou à l'extérieur de l'habitacle, qu'il y ait une intervention humaine. Ok, bon, ça y est, là on a fini là-dessus. Le prochain machin, c'est Siri. Alors évidemment, il faut qu'on parle de Siri. Alors Siri, il faut que je vous dise la vérité, hein, c'était 1997 pour moi. Hein. Donc 1997, c'était il y a quand même un petit moment. Ça a mis 13 ans à arriver pour être commercialisé chez Apple. Bon, on est passé de 180 000 utilisateurs à 300 millions d'utilisateurs, donc bon, très fier, très bien, ça c'est sympa. Siri, c'est le premier assistant, hein, c'est le premier assistant vocal qui était un peu rigolo. C'est pour ça que les gens l'ont adopté. C'était pas le premier reconnaisseur vocal, hein, il y en a eu plein avant. Mais donc, qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi Siri était différent des autres? Siri était différent des autres parce qu'on l'a humanisé. Alors c'est un peu notre problème, parce que c'est à cause de nous qu'il y a eu ce film Her, par exemple, dont je parlais tout à l'heure, qui a fait croire qu'un système pouvait être intelligent. Ben oui, nous aussi, on a fait croire que le système était intelligent. Comment on a fait croire que le système était intelligent? On a fait croire que le système était intelligent en rajoutant ce que j'appelle de la stupidité artificielle. Parce que Siri, ce n'est pas de l'intelligence artificielle. Ça nous ressemble à nous. Ça nous ressemble. Donc ça veut dire quoi? C'est qu'il faut que ça soit un peu stupide. Et c'est ce que fait Siri. Parce que Siri ne comprend pas tout. Elle est loin de comprendre tout. Alexa aujourd'hui et Google Home que vous pouvez utiliser ne comprend pas tout. Mais justement, quand on ne comprend pas, c'est ce que j'appelle le paradigme de la boîte de nuit. Alors là, vous allez me dire, le gars encore il est timbré, où il va maintenant? Il revient. Alors, paradigme de la boîte de nuit, facile. Vous êtes en boîte de nuit, du bruit. D'accord? Donc, voilà. Vous êtes un peu bourré aussi. On ne fait pas les choses à moitié. Donc, très bien, vous êtes en boîte de nuit, et là, quelqu'un s'approche de vous, et puis, il y a une conversation qui s'engage. La conversation s'engage, puis vous dites, il y a quelque chose à faire, on va pouvoir discuter. Mais vous comprenez à peu près 70% de ce qu'il dit, le gars. D'accord? Donc, c'est quand même compliqué. Donc, qu'est-ce que vous faites quand vous ne comprenez pas, mais vous voyez qu'il y a une interaction qui s'engage, et puis le gars, il vous demande une réponse. Donc, vous faites quoi? Voilà. Ça, c'est la stupidité artificielle. OK? Et c'est ce qu'on a fait avec Siri. On a humanisé le machin en mettant des petites blagues, des petites bêtises, des petits trucs qui ont fait croire que cette intelligence artificielle était intelligente en la rendant stupide. OK? Et c'est ça qui a fait que les gens l'ont adopté et puis que c'était le premier assistant. D'accord? Et depuis, il y en a plein qui sont bien meilleurs aujourd'hui, Alexa, Google Home, etc. Mais la base, c'est que ces trucs-là, ils ne comprennent rien. Il faut quand même être clair. Et croyez pas Her. Okay? C'est un film. OK. Donc, mais Siri, bon, ceci dit, je ne crache pas sur Siri. Hein. Encore une fois, ça se passe relativement bien. Donc c'était quand même sympa. Mais surtout, Siri a sauvé des vies. Alors, comme ça, on se dit, mais comment? Pourquoi? Siri a sauvé des vies. Je vais vous raconter juste une histoire. C'était un gars qui réparait sa voiture dans un état du Sud, quelque part, c'était pas l'Alabama, mais c'était un autre état du Sud. Il réparait sa bagnole, il est au milieu de rien. Vous imaginez ces grandes fermes américaines. Donc il n'y a rien à 15 km à la ronde. Le gars est sous sa bagnole, il est en train de réparer le truc, je ne sais pas exactement ce qu'il fait. Et tout d'un coup, poum, la bagnole lui tombe dessus. Paf! Bloqué complètement paralysé. La bagnole est là, il a une coupure relativement importante à la cuisse, ça pisse le sang. Il va mourir. Tranquille. Il ne peut rien faire. Il dit, je suis mort. Puis là, il se dit, mais dans ma poche derrière, dessous, là, j'ai Siri. Alors, je ne vais pas le dire là, parce que sinon, elle va se réveiller, mais il dit, call 911. Et là, bip, bip, calling 911. 15 minutes après, 911 arrive, le mec est sauvé. Okay? Donc, cette petite technologie qui était rigolote, où nous, on s'est bien amusé, d'accord, on a fait des trucs rigolos, en fait, ça sert aussi pas forcément comme nous, on avait anticipé. On avait anticipé ça comme un truc qui était une relation homme-machine qui était rigolote, mais ça a aussi sauvé des vies. Okay? Bon, on va aller rapidement. Donc, tout ça pour dire, toute cette histoire, ces histoires, pour vous raconter que je déteste l'intelligence artificielle. Je pense qu'elle n'existe pas. Il n'y a pas d'intelligence artificielle, il y a des intelligences artificielles. Et c'est pour ça que je garde l'acronyme IA, si c'est un acronyme, et j'appelle ça l'intelligence augmentée. L'intelligence augmentée, ce n'est pas l'intelligence, ce n'est pas la technologie elle-même qui est l'intelligence augmentée. C'est nous qui sommes augmentés par ces intelligences. D'accord ? On se sert de cette machine à calculer de 1642. On se sert de ces outils qui sont des outils qui vont nous augmenter comme on le veut. Et on s'en sert, on décide.
il faut qu'on fasse attention parce qu'il y a plein de décisions à faire, éthiques, pour savoir si j'ai vraiment besoin de 440 kW pour faire ce que j'ai à faire. Donc il va falloir qu'on réfléchisse à ces utilisations. Faire les bons choix. Il faut faire attention aux data. C'est où? C'est là. Il va faire attention aux data. D'accord? Il va falloir faire attention à tout ça. OK? Donc maintenant, j'ai menti tout à l'heure, j'ai un deuxième slide, mais le deuxième slide, c'est le slide de la vie. D'accord? Donc celui-là, vous n'allez jamais l'oublier. Il n'est pas beau? C'est le slide où je vais vous montrer ce que sont les intelligences. Alors je ne vous ai jamais défini l'intelligence parce que je ne sais pas ce que c'est. D'accord? Je ne pourrais pas vous le dire, mais je vais essayer là. Et je vais dire qu'on a ici le niveau d'intelligence, d'accord? De 0 à 100. 0, c'est Trump. OK? 100, c'est un génie. OK? Donc c'est définitivement pas Trump. Et ça, c'est nous. C'est nous. Ça, c'est les domaines d'intelligence. C'est nous. On est OK. On n'est pas trop con, il y a des trucs on n'est pas trop bon, il y a des trucs on n'est pas mauvais. Et puis nous, en plus, on est français. Et nous, les Français, de toute façon, on a un avis sur tout. D'accord? Donc, on sait à peu près tout. D'accord? Donc, on est vraiment pas mal, nous. D'accord? Voilà, ça, c'est nous. Mais ce qui nous représente aussi, ce qui est intéressant dans ces intelligences, c'est que nous, on est continu, donc. Quel que soit le domaine, on est capable de dire quelque chose. Et en plus, on est infini. C'est-à-dire quoi infini? C'est-à-dire que maintenant, là, tout de suite, Jalil invente un truc. Il invente un machin. Tu vas voir, personne ne l'a jamais vu dans le monde. Il nous en parle à nous, là, collectivement, aujourd'hui. Ben, dans 5 minutes, on sait. On comprend. Bon, peut-être que c'est compliqué, que c'est des fractales ou je ne sais pas quoi, mais on va comprendre. Okay? Donc, on est continu et infini. Ça, c'est nous. Regardons maintenant ces intelligences artificielles. On va prendre aux échecs, par exemple. Alors là, je me suis mis, c'est moi qui ai fait le dessin, donc je suis pas mal aux échecs. Le robot dont on a parlé tout à l'heure, Deep Blue dont on a parlé tout à l'heure, il est où? Il est là. Il est à 100, le gars. Il a tous les coups des échecs, 10 puissance 59 coups, il les a dans la mémoire. Donc de toute façon, si vous gagnez contre un ordinateur aux échecs, c'est parce que vous l'avez mis au niveau 3. Hein. Vous ne pouvez pas gagner, je vous préviens, c'est pas possible. Donc voilà, ça c'est nous, c'est l'intelligence artificielle aux échecs. Très bien. Au Go. Le Go dont on a parlé tout à l'heure, alors le Go c'est rigolo, ça c'est marrant aussi, mais le Go, ce qui est rigolo, c'est que les coups qui sont joués par la machine, et c'est ça qui a perturbé le champion du monde, c'est que les coups, il y en a tellement, 10 puissance 200, 10 puissance 600, c'est pas grave, c'est qu'il y a plein de coups qui sont joués maintenant par ces ordinateurs qui n'ont jamais été vus dans l'humanité. D'accord? Donc, c'est plus qu'un génie. Parce qu'il y a des coups qu'on n'a jamais vus. Surprenant. Et c'est comme ça que d'ailleurs le gars a été battu. Donc. Après, on va prendre de la conduite. La conduite, ça c'est mon fils là, d'accord. Donc il boit, il fume, il fait plein de trucs au volant, d'accord. Il fait autre chose que se concentrer sur la route. Et ça c'est la machine, niveau 4. Rappelez-vous, niveau 5, pas possible. Mais niveau 4, super. Ça va sauver des vies, comme j'ai été là, il y a je ne sais pas combien de morts en France. 5000 sur les routes, 10 000, je ne sais pas exactement comment c'est, 5000. Donc 5000, 3000. Okay. Donc 3000 morts sur les routes, 90% peut être évité grâce aux machines niveau 4. Il y aura d'autres accidents, d'autres types d'accidents. D'accord ? Et quand on va vous dire, les voitures, mais s'il n'y a que des voitures autonomes. Alors ça c'est autre chose. S'il n'y a que des voitures autonomes, il y a un tout petit problème, c'est qu'il y a des trucs qui s'appellent les piétons et les cyclistes. D'accord ? Ces gens-là, malheureusement, ils ne sont pas automatiques eux encore. Okay ? Et donc du coup, il y aura des accidents, parce que les voitures autonomes, même si elles ont plein de senseurs, plein de machins, plein de trucs qui vont les détecter, ces machins, à un moment donné, il y aura toujours un bouffon qui va se jeter sous le machin. Okay ? Donc, il y aura des accidents, mais beaucoup, beaucoup moins. Et si un jour, il y a une société où il n'y a que des trucs autonomes partout, ça existe déjà, ça s'appelle le train. Okay ? Très bien. À côté, je vais vous mettre livraison. Je vous raconterai ça pourquoi plus tard. Et en fait, n'importe quoi, n'importe quel domaine, n'importe quelle chose qu'on peut avoir, on peut l'automatiser, on peut créer un outil qui va être meilleur que nous. C'est la définition de l'outil. On ne va pas créer un outil qui va faire moins bien que nous, hein. Ça ne sert à rien. Donc, on va pouvoir créer des outils qui sont meilleurs que nous. Et c'est ça, les intelligences artificielles. Très bien. Maintenant, je vais juste regarder vite fait là, ce que j'ai fait ici, où j'ai mis 2 domaines connexes. Donc, ils sont très, très, très proches. D'accord ? Malheureusement, ils sont très proches, mais vous avez compris qu'en mathématiques, ces lignes-là, ça s'appelle des lignes discrètes. Ça veut dire qu'entre chaque ligne, il y a un petit truc qui est embêtant, qui s'appelle l'infini. Okay ? Et ça, c'est compliqué, l'infini, hein, on en a déjà parlé. Mais
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si on fait ce qui s'appelle le transfer learning, où je vais dire j'ai appris plein de trucs ici, je vais le transférer à ce truc-là, même le transfer learning, il va y avoir des problèmes, parce qu'il va y avoir des cas qui ne vont jamais être compris dans la première truc qu'on a étudié. Okay, donc ça, c'est embêtant. Et un autre truc qui est embêtant, c'est ça, c'est cet infini ici. Parce que les machines, le machine learning dont on parlait tout à l'heure, il en est où, là, lui? Au moment où Jalil a inventé son truc tout à l'heure, là, le machine learning, il a 0 data. D'accord? Parce qu'il n'en a pas encore, il ne l'a pas fait encore, le gars. D'accord? 0 data, 0 règle. Donc, l'intelligence artificielle, elle est où? Nulle part. OK? Merci, je pense que je suis pile poil à l'heure. Luc Julien, je vous remercie. Je suis Raphaël Lamoureux, directrice de la Cité de l'économie et des métiers de demain. Un grand merci à vous pour votre présence. Un grand merci également à Leader pour la co-organisation de cette keynote. 2-3 questions. Pour démarrer, sachant qu'on met en place un dispositif qui s'affiche à l'écran pour que chacun puisse poser des questions. Nous avons dans la salle un sociologue qui s'appelle Ian Ferguson, qui est par là, dont je me fais le relais, qui travaille avec nous à la Cité de l'Éco, puisque nous intéressons aux technologies, aux usages, aux métiers et aux représentations sociales. Donc Ian a établi 5 figures dans la relation entre l'homme et l'IA, l'homme augmenté, l'homme réhumanisé. Et là, on retrouve vraiment votre propos. Effectivement, une intelligence qui nous augmente, voire qui nous réhumanise, parce que pendant qu'elle gère toutes ces petites choses inintéressantes, répétitives, etc., on a le temps pour des rapports sociaux plus développés, etc. Mais à côté, restent quand même quelques figures. L'homme divisé, entre ceux qui pourront ou pas s'en sortir dans ce monde où effectivement un certain nombre de métiers, tout de même, qui sont des métiers habituels, routiniers, etc., risquent malgré tout de se voir reconfigurer. L'homme remplacé, bien sûr, et puis l'homme divisé. Et puis l'homme, je termine par l'homme dominé. Mais cette fois-ci, l'homme dominé, il l'est non pas à la façon de Terminator, mais il le serait plus parce qu'il oublierait de temps en temps son intelligence créative, sa sérendipité, comme on peut dire, ou qu'il se contenterait de se conformer aux recommandations. Je vous laisserai poursuivre les échanges après tous les deux. Et donc, comment faire pour que, effectivement, on ne se saisisse de cette intelligence que sur un mode augmenté, sans se laisser embarquer dans une forme de passivité, parce que finalement, l'ennemi, c'est nous par rapport à tout ça. Tout à fait. C'est ce qu'on disait dès le début dans le film. Ce qu'il y avait, c'est que le danger, c'est nous. C'est l'homme. C'est nous qui créons ces technologies. C'est nous qui les utilisons pas forcément à bon escient. Mais ce n'est pas nouveau. Donc, je vais vous prendre un exemple d'un outil qu'on connaît bien, qui s'appelle le marteau. D'accord ? Le marteau, c'est un outil d'intelligence artificielle. C'est quelque chose qui permet de planter un clou bien mieux que si on essayait de le faire à la main. Et le marteau, on peut l'utiliser pour planter des clous, mais on peut aussi l'utiliser pour taper sur la tête du voisin. Et ça, c'est pas bien. D'accord ? Et c'est pas bien, mais on ne le sait pas forcément au début que c'est pas bien. Enfin, on s'en rend compte quand le gars il saigne en face. Mais on s'en rend compte quand on a une loi qui va être faite, qui va dire c'est pas bien de taper avec un marteau sur la tête du mec d'à côté. Donc, ces technologies, quelles qu'elles soient, il va falloir les réglementer. Il faut les réglementer à un moment donné. Et donc, du coup, il faut effectivement les comprendre pour les réglementer. Et donc, le mot-clé ici, c'est comprendre. Et le mot-clé, en fait, c'est éducation. Et pour s'éduquer, c'est compliqué. C'est un truc qui est difficile parce que les technologies, on ne va pas être tous spécialistes de l'intelligence artificielle, des mathématiques, etc. Ce n'est pas le but, ce n'est pas ça. Mais il faut qu'on soit assez éduqué pour comprendre ce monde, pour comprendre quelles sont les conséquences des choses qui viennent de ces technologies. Donc, oui, on va laisser des gens sur le bord de la route si on ne les éduque pas. Donc, il va falloir les éduquer. Maintenant, pour être vite fait, enfin, on en reparlera certainement plus, mais
Pour revenir sur ces histoires de l'homme laissé sur le côté, je ne sais plus quelle était la phrase exactement, mais donc les métiers remplacés, l'homme remplacé, les métiers qui vont nous remplacer. Alors, ce n'est pas nouveau non plus, hein, il faut être clair, toutes les technologies, les révolutions industrielles, les unes après les autres, nous ont remplacé dans les tâches qui ne sont pas forcément des tâches qu'on a envie de faire, hein, c'est clair aussi, c'est pour ça qu'on crée ces outils. Et il y a des études que vous connaissez certainement mieux que moi qui sont faites par nos amis au MIT et autres à Harvard, qui disent que 80% des métiers de 2030 c'est demain, n'existent pas aujourd'hui. Okay, donc je ne sais pas les chiffres exacts, mais je pense que vous pouvez connaître ça mieux que moi. Bon bref, mais en fait, beaucoup de métiers n'existent pas aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que, effectivement, il y en a qui vont être remplacés et il y en a qui vont évoluer. Je vais donner un exemple d'une chose qu'on connaît ici aussi bien en France, c'est à Lyon, les canuts. D'accord ? 1790, les machines à tisser remplacent les canuts. Petit à petit, enfin, on dit toujours que c'est 1800, en fait c'est 1790. Hein. La machine Jacquard était la deuxième machine à tisser, pas la première. Bref, donc ils sont remplacés, ils perdent leur boulot, ils ne sont pas contents, évidemment. Je veux dire, c'est un traumatisme. Et ça met 30 ans. 30 ans, c'est beaucoup, c'est une génération. 30 ans pour se rééquilibrer et pour faire en sorte qu'en 1810, 1815, il y a des nouveaux métiers qui ont été créés. Le bassin maintenant lyonnais du tissage est devenu énorme. Il faut maintenant transporter dans le monde entier ses soies. Il faut faire plein de choses. Il y a plein de nouveaux métiers qui ont été créés autour pour maintenir les machines, pour faire plein de choses. Donc, encore une fois, là, ça a mis beaucoup de temps. C'était il y a longtemps. Maintenant, tout est accéléré. Donc, ces métiers, ces changements de métiers vont changer. Je vais vous donner peut-être un autre exemple, mais je ne veux pas non plus faire 2 heures là-dessus. Mais bref, il y a un problème. Mais si on n'est pas éduqué, si on n'est pas prévenu et si on n'est pas prêt à se transformer, oui, on va avoir des problèmes. Et encore une fois, quand on est touché directement, ça fait un peu de mal. Oui, merci Luc pour cet exposé. J'ai 2 questions. Une qui enchaîne sur ce qui vient d'être dit. Tu avais dit lors d'un entretien qu'on avait fait qu'il va y avoir Pardon, j'enlève le micro. Il va y avoir, pour ceux qui ne veulent pas aller à ces technologies, qui en ont peur ou qui ne veulent pas aller vers ces technologies, une difficulté, ça va être la dictature des sachants. Donc, et c'est un mot très fort qui m'a marqué, moi. Je veux bien que tu en dises un mot sur cette dictature des sachants que tu crains. Et puis ensuite, une question basique. Quel est l'impact et le coût environnemental de l'IA ? Alors, pour ce qui est de la dictature de la technologie en général, il y a un film complètement idiot que je recommande, qui, dans son titre d'ailleurs, prouve qu'il est idiot, ça s'appelle Idiocratie. Idiocratie, c'est un film qui date de 2002-2003 à peu près. La bonne nouvelle, c'est qu'il dure que 1h05, 1h10, donc au moins c'est pas trop long. Mais c'est un film complètement con, hein, d'accord, mais qui, quand on le regarde au 18e degré, je pense, vous montre une société telle qu'on pourrait la craindre, qui est une société qui a une technologie qui est là, sous-jacente, d'accord, et qui est contrôlée que par certains. Et ces certains, c'est les nouveaux dictateurs, hein, c'est ceux qui ont le contrôle, qui ont la maîtrise de cette technologie, et tous les autres qui sont donc devenus idiots. D'accord ? Donc c'est devenu une idiocratie parce qu'on a fait exprès de ne pas les éduquer. D'accord ? Ça a été fait, ça a été un truc exprès. Et si le film est sorti en 2003 aux États-Unis, c'est pas pour rien. C'est les années Bush. D'accord ? Les années Bush, c'est exactement le but du jeu. C'est d'avoir créé une société où il n'y avait pas d'éducation, où on essaie d'éduquer le moins possible pour arriver à élire un Trump, quand même. D'accord ? C'est ça, la dictature. C'est ça le truc qui peut se passer maintenant et qui peut arriver, c'est d'avoir, lui, qui ne maîtrise pas les technologies par Twitter, mais le problème, c'est qu'on va avoir une société d'idiots qui vont faire en sorte d'élire n'importe qui. D'accord ? Donc il faut faire très attention. Donc, encore une fois, ça revient sur le même truc à la fin, il faut s'éduquer. Il ne faut pas encore forcément s'éduquer aux technologies elles-mêmes. Je ne veux certainement pas que tout le monde se mette à programmer dans les écoles. De toute façon, ça serait complètement idiot. Et c'est complètement idiot d'apprendre un langage de programmation, par exemple. Parce que demain, il a changé le truc. Mais il faut s'éduquer à s'éduquer. Apprendre à apprendre, on dit toujours. Mais c'est ça qu'il faut faire. Et ça, c'est compliqué. C'est difficile, mais on peut le faire. Et on a des sociétés, et donc je revenais tout à l'heure, je parlais de 1642, parce que juste après suit le siècle des Lumières. Le siècle des Lumières, même si l'éducation n'était pas pour tout le monde, ça a donné quand même une certaine image, une certaine idée de ce que pourrait être une éducation universelle. D'accord ? Et c'est ça, c'est ce sur quoi il faut aller. C'est pas facile, mais
les gens qui sont dans cette salle en général, je pense qu'ils sont assez d'accord pour qu'il faille pousser cette éducation. Le coût énergétique. Alors, je vous parlais tout à l'heure de la machine qui était à 440 kW, là, qui était complètement ridicule. D'accord ? Il faut comprendre que ces technologies, en général, les data centers, c'est une aberration écologique. Alors, bon, évidemment, on en a besoin aujourd'hui parce qu'on a besoin des data, on a besoin des systèmes qui vont, les CPU, les ordinateurs les serveurs qui vont cruncher ces data. Mais le problème, c'est que maintenant, on fait tout et n'importe quoi avec ça. C'est une facilité, c'est une solution de facilité. Un exemple pour les jeunes et moins jeunes qui sont dans la salle et qui font des selfies. Chaque fois que quelqu'un vient vers moi et dit « on va faire un selfie », je dis « Tata, est-ce que tu comprends ce que c'est un selfie ? Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire de faire un selfie ? Quand on va faire un selfie, là, donc on va faire le machin tous les deux, ça va être super. C'est bien pour ton ego, c'est peut-être bien pour mon ego, mais ça sert à quoi ? Tu vas le partager à tous tes amis sur Facebook, tes 352 amis sur Facebook, d'accord, super. Ça veut dire quoi un selfie ? Un selfie, c'est 3 ampoules de 60 watts qui brûlent pendant 1 heure. Un selfie. On prend 1 milliard de selfies par jour dans ce monde. 1 milliard, 180 watts. C'est complètement con. D'accord ? Donc réfléchissons un tout petit peu à nos actes. Les emails qui sont avec des attachements énormes, les trucs qu'on garde qui ne servent à rien, qu'on garde sur nos serveurs, qu'on partage, qu'on réplique. Donc il faut qu'on s'éduque, encore une fois, qu'on comprenne les conséquences de nos actes. Un serveur, aujourd'hui, un serveur farm, un data center, c'est 60%, entre 50 et 60% de l'énergie, et seulement pour son refroidissement. Même pas pour les calculs. Parce qu'il y a tellement d'ordinateurs les uns à côté des autres que le truc chauffe. Et juste pour refroidir, il faut 50% de l'énergie qui est là. 5% aujourd'hui de l'énergie totale utilisée dans le monde est utilisée pour le numérique. On dit que dans 10 ans, ça sera 30%. Merci. Luc Julia, on a une entreprise à Montpellier justement qui travaille sur ces sujets de maîtrise de la photo qui pourrait être intéressant de vous présenter. Juste sur cette question quand même, quelle piste de R&D pour une IA moins consommatrice ? C'est une excellente question. C'est pas préparé. Hein, Non, on n'a rien préparé, c'est vraiment je ne prépare jamais, je déteste préparer. Donc les questions, je veux les avoir en live parce que sinon, si c'est préparé, c'est pas naturel. Donc c'est une excellente question et effectivement, c'est le truc sur lequel il faut travailler maintenant. Donc il faut comprendre, je disais tout à l'heure, il y avait beaucoup de data, on est sur le big data. Eh bien, essayons de voir si ces algorithmes qu'on utilise donc, depuis maintenant les années 50, est-ce qu'on peut réussir à faire quelque chose avec du small data ? D'accord ? Est-ce qu'on peut réduire les données qui sont nécessaires pour faire les mêmes choses ? Maintenant, je parlais des serveurs et de ces data farms, de ces data centers qui sont des aberrations écologiques. Est-ce qu'on peut faire des mini data centers on the edge ? On parle du edge computing, le computing qui va se passer maintenant à l'endroit où sont les data. Donc, faisons en sorte de regarder si c'est possible. Alors évidemment, logiquement, ça semble un peu compliqué parce que quand c'est des méthodes statistiques dont on parlait tout à l'heure, les méthodes statistiques, il faut beaucoup de data. Il faut beaucoup de data à un endroit pour pouvoir les cruncher, comme je disais tout à l'heure. Si maintenant on fait du edge computing où on a seulement un peu de data at the edge, statistiquement, ça va être moins bon. Mais ça veut dire quoi, moins bon ? Qu'est-ce qui est acceptable ? Donc, est-ce que je veux faire une machine qui va battre tous les humains au Go à 440 kW ? Ou est-ce que je veux faire une machine qui va me challenger au Go, en local ? D'accord ? Donc il faut réfléchir un peu à tout ça, il faut réfléchir à ces nouvelles méthodes. Et ces nouvelles méthodes, les pistes, ça va être ça. Ça va être du clustering on the edge et ça va être moins de données, ça va être moins de partage aussi. Et ça va être aussi, nous, notre responsabilité de comprendre, encore une fois, nos actes, les conséquences de nos actes. Sur les pistes technologiques toujours, on a dans la salle IBM. On développe en Occitanie des actions assez fortes sur les technologies quantiques et particulièrement ici à Montpellier, le calcul quantique avec l'Université de Montpellier. Comment vous voyez fonctionner l'IA et les technologies quantiques et le calcul quantique en particulier ? Alors c'est encore une excellente question et tout ce dont j'ai parlé aujourd'hui, et quand je disais en particulier l'intelligence artificielle n'existera pas pour la voiture autonome, j'ai parlé des méthodes mathématiques.
D'accord ? Donc les méthodes mathématiques qui sont les statistiques ou la logique. Je n'ai pas parlé des autres méthodes qui vont arriver possiblement dans les années qui viennent, et donc on ne connaît pas grand-chose aujourd'hui, qui seraient des méthodes potentiellement biologiques, d'accord, donc qui se rapprocheraient effectivement de notre cerveau. Donc peut-être que là, si on arrive à comprendre le cerveau, peut-être qu'on peut faire des trucs intéressants, et qui sont des méthodes physiques, qui sont potentiellement donc ces méthodes quantiques. Le quantique aujourd'hui, et donc vous savez certainement s'il y a des gens dans la salle qui jouent avec, c'est un peu compliqué dans le sens où pour faire un petit calcul qui aujourd'hui est petit, hein, très très petit, il faut que vous refroidissiez justement encore une fois les machines pour pouvoir faire le calcul correctement. Donc on est à moins 273 degrés pour faire un calcul. Donc juste cette énergie-là, juste pour refroidir, pour arriver à avoir des machines qui font ça, c'est compliqué. Alors ça ne veut pas dire que c'est impossible, mais ça veut dire que c'est énormément d'énergie qui est mobilisée pour faire des choses aujourd'hui qui sont très très minces, mais c'est encore une fois aujourd'hui. Donc maintenant, avoir les méthodes quantiques, ce qui est intéressant dans la méthode quantique, c'est que comme c'est de la physique, c'est aussi beaucoup plus proche de la biologie, donc c'est certainement beaucoup plus proche de nos cerveaux. Donc c'est certainement intéressant de réfléchir à ces méthodes, mais je pense qu'on est encore assez loin de résultats intéressants. On prend maintenant les questions qui sont arrivées par Revolt avec Alexandra. Donc, on a eu plusieurs questions sur le green et le quantique, et donc ça a été évoqué par Raphaël, et là on a plusieurs questions qui viennent sur la fuite des cerveaux. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'avec toute la compétition mondiale sur l'IA, l'Europe ait un petit peu de retard, et surtout par rapport à cette fameuse fuite des cerveaux? J'ai pas peur du tout. J'ai pas peur du tout. J'ai beaucoup moins peur qu'il y a 30 ans. Il y a 30 ans, je suis parti de France, effectivement, parce que je trouvais qu'il n'y avait pas assez de possibilités d'entreprendre. D'accord. Je voyais tous mes camarades d'école, tout ce qu'ils faisaient en sortant de l'école, ils rentraient dans la voie royale de l'école, donc la grosse boîte qui était globalement celle qui marchait bien pour l'école elle-même. Et il n'y avait pas d'esprit d'entreprise, d'entrepreneuriat. Et moi, j'avais envie de créer mes boîtes. Donc, à l'époque, c'était compliqué. Aujourd'hui, je crois que c'est beaucoup plus simple. Aujourd'hui, je date à 2013, Fleur Pellerin, French Tech, la possibilité donc de créer ces boîtes beaucoup plus facilement, un BPI qui vous donne plein de sous, blablabla. D'accord ? Donc, on connaît l'environnement. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la fuite des cerveaux est beaucoup moins importante parce qu'on permet d'entreprendre en France. Oui, il y a des gens qui vont dans des grosses boîtes, qui partent toujours dans la Silicon Valley, qui partent toujours des fois en Chine ou dans d'autres pays. Mais c'est plutôt un bon signe, le bon signe de notre éducation, dans le sens où on est les meilleurs du monde. Il faut juste se le dire, hein, il faut se mettre un peu de pommade dans le dos, je ne sais pas si on dit ça, mais on est juste les meilleurs du monde. Et ce n'est pas d'aujourd'hui. On n'a pas pu toujours le montrer, parce qu'on n'avait pas forcément les bons environnements, mais on est les meilleurs du monde en mathématiques. On ne peut pas dire le contraire. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, comme l'IA, comme je viens de dire tout à l'heure, c'est des mathématiques, on est les meilleurs du monde en IA. Donc, on ne met pas forcément les moyens tout le temps. Mais quand on me dit, par exemple, on est en retard sur la Chine ou on est en retard sur les États-Unis, absolument pas. On n'est pas en retard du tout. Je veux dire, les Chinois, ils sont très très bons en reconnaissance faciale. On nous dit, ouais, la reconnaissance faciale. Oui, ils sont très très bons en reconnaissance faciale. Il y a deux facteurs. Premier facteur, ils ont des caméras partout. Deuxième facteur, il n'y a pas de problème de privacy. D'accord ? Donc du coup, il y a une base de données énorme. Maintenant, vous mettez dans leurs reconnaisseurs faciaux, vous mettez une de nos face à nous ici, c'est pas reconnu. D'accord ? Donc il faut un peu savoir quel type de reconnaissance faciale. Ils ont les datas, ils n'ont pas les algorithmes. Alors, je généralise évidemment, ils ne sont pas idiots, il ne faut pas non plus exagérer. Mais ce que je veux dire, c'est que nous, on invente, et depuis longtemps. On a tenté de regrouper un certain nombre de questions. Du coup, quelle place pour l'Europe, pour la France sur le sujet IA, et en particulier des questions qui rebouclaient sur le fait que finalement nos talents fuient un peu pour l'instant et nos données sont plutôt détenues aujourd'hui aux États-Unis ou en Chine qu'en Europe, donc avec des visions peut-être un peu pessimistes. Est-ce que ça va changer ? Oui, je ne suis pas d'accord que nos talents s'en vont. Donc je pense que depuis 2013, ils ne s'en vont plus, justement. Donc je pense, là, je ne suis pas d'accord. Je n'ai pas d'exemple aujourd'hui de clairs qui disent que nos talents s'en vont. Nos talents ont l'opportunité, à travers notre éducation et nos systèmes d'éducation, ont l'opportunité d'aller voir ailleurs pendant 6 mois, 1 an, dans leur cursus scolaire. Donc ça, c'est très très bien. Mais en général, s'ils veulent entreprendre quelque chose, ils ont la possibilité de le faire ici. Et c'est beaucoup plus simple, évidemment, pour un Français d'entreprendre en France.
Donc je ne suis pas d'accord avec ce statement-là. Et pour ce qui est de la généralité, encore une fois, je pense que comme on est très très fort en maths, on est très très fort en IA, et on n'a rien à envier aux autres. Pour les datas, alors oui, il y a des problèmes. Alors les gens disent souvent GDPR, RGPD, c'est un problème, ça nous a coupé les ailes, etc. Non, il ne faut pas voir ça comme ça. Moi, je suis pro-GDPR, en fait. C'est bizarre quand je dis ça, mais je suis pro-GDPR parce que ça a une vertu éducative, GDPR. Ça permet aux gens de comprendre que se foutre à poil sur Internet, c'est un problème. Il y a des gens qui ne comprenaient pas avant. Avec GDPR, ils se sont dit, tiens, il y a un truc là, pourquoi il y a GDPR? Donc ça permet au moins ça. Donc la vérité, c'est que GDPR, on peut le contourner comme on veut. Si on a envoyé. Donc ça, c'est une autre histoire. Mais les datas aujourd'hui qui sont chez les Google ou les Facebook du monde, ou d'autres Chinois pour une autre partie du monde, encore une fois, là, il faut qu'on décide ce qui est intéressant pour nous. Est-ce que je veux être sur Facebook? Ça me sert à quoi d'avoir mes 352 amis sur Facebook? Donc ça, c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre. C'est une question à laquelle nous devons nous répondre personnellement et nous devons décider si on veut donner ces datas à M. Facebook. Alors, j'ai une question qui va être sympa. Pas d'IA réelle dans ce monde, mais est-ce qu'on ne serait pas, nous, en train d'adapter notre monde à l'IA? Là, pour l'instant, pas d'intelligence artificielle réelle dans notre monde, selon vous. Et est-ce qu'on ne serait pas plutôt en train de, nous, d'adapter notre monde aux besoins de l'IA? C'est quelqu'un de l'INRAE qui nous a posé cette question, peut-être s'il veut préciser son point. Je ne sais pas d'ailleurs s'il est là ou peut-être en ligne. Est-ce qu'on ne s'adapterait pas à l'IA? Du coup, il est peut-être en ligne. On a eu aussi beaucoup de questions sur l'IA et l'éthique. Est-ce que vous pouvez peut-être développer ce sujet qui est peut-être un peu large pour... Oui, c'est large, c'est très large, mais on en a parlé un peu tout à l'heure. Il y a l'éthique des data. Donc le problème, c'est qu'aujourd'hui, comme on a dit, les datas sont biaisées en général parce que c'est des datas historiques qui ne reflètent pas forcément la société de demain, sur laquelle les robots qu'on est en train de créer vont pouvoir se déterminer. Donc ça, c'est un problème. Donc il y a une éthique du choix du data, du biais, et du biais après personnel pour pouvoir changer ces datas. Donc le fait de changer les datas elles-mêmes, c'est un biais. Donc ça, c'est embêtant. Donc il faut y faire attention. Et comme je disais tout à l'heure, il faut réguler. Donc je suis pro-régulation. Encore une fois, c'est bizarre quand c'est moi qui dis ça, mais je suis pro-régulation parce que la régulation, en général, a vertu éducative, encore une fois. Donc pour l'éthique des datas, c'est quelque chose qui est très personnel. Il faut, en général, tous ces robots dont on parle, c'est sur des datas qui sont à nous. Hein. Et est-ce qu'on devrait pouvoir vendre nos propres datas? Peut-être. Si j'ai envie de vendre mes datas personnelles, médicales, pourquoi pas? Ça peut aider certaines personnes. Donc il y a des choses à faire dans ce domaine-là. Après, ce qui est éthique relié à l'énergie, dont on parlait tout à l'heure, on va dans le mur. On sait tous qu'on va dans le mur, point de vue réchauffement de la planète, etc. Donc il y a une éthique qui doit être une éthique personnelle, une éthique d'entreprise, une éthique d'État, une éthique du monde. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir à un moment aussi avoir de la régulation. Est-ce que je vais pouvoir, comme je veux, développer un système qui va bouffer tant d'énergie? Est-ce que c'est quelque chose d'éthique? Il faut se poser la question. Mais à un moment donné, on n'est pas capable de se poser des questions, donc il faut réguler. Et ce qui s'est passé avec le nucléaire, par exemple, dans les années 70-80, avec la bombe atomique, dans les années 70-80, il y avait les deux gros qui ont décidé de faire des accords SALT au niveau mondial. Donc c'était exceptionnel. Ils ont dit, on va arrêter, parce que là, si ça continue avec ce qui s'est passé dans les années 60, on va faire sauter la planète. D'accord? Donc on va se calmer, on va réguler. Donc on s'est assis à la table, on a fait... Encore une fois, on peut détourner la régulation, on voit très bien aujourd'hui, mais au moins il y a une volonté de dire à un moment donné, attention. Et donc quand il y a la volonté de dire attention, ça permet à nous, les gens normaux, de dire, voilà, attention. Est-ce qu'il y a une ou deux questions dans la salle? Je peux enlever le masque du coup? Bonjour, alors je suis François Marquez, j'ai monté une start-up là pour le coup, je suis resté en France, ça fait un peu moins d'un an. Moi j'avais une question sur, on parlait de l'importance des données d'apprentissage en entrée, des réseaux de neurones, et
Et on voit qu'il y a beaucoup de données d'échantillons qui sont disponibles sur Internet, gratuits ou certains payants, mais très peu chers. Et du coup, ça pose la question de l'accès aux vraies données cette fois, et du partage de la valeur, où vous disiez à l'instant, peut-être que quelqu'un a envie de vendre ses données de santé plus ou moins anonymisées, plus ou moins agrégées. Est-ce que vous ne pensez pas que là, il y a un vrai sujet alors, ce serait bien, parce que c'est celui sur lequel on travaille. Oui, si, il y a un vrai sujet, parce que, comme on a dit, les datas d'hier ne sont pas forcément les bonnes datas d'aujourd'hui, d'accord ? Donc il faut certainement récupérer les datas d'aujourd'hui. Pour récupérer les datas d'aujourd'hui, il va falloir faire attention à la façon dont c'est récupéré, il va falloir faire attention de comprendre les échantillons, blablabla, d'accord ? Donc il faut avoir une réflexion là. Et puis même quand je vais aller choisir les sujets qui vont être mes sujets tests. Alors, il y a plein de gens qui font ça en pharma, par exemple, depuis des années. Quand on crée des panels d'essais de médicaments, des choses comme ça, on prend des panels de gens différents. Donc, quand moi, je vais vouloir créer un dataset qui va être un dataset que je vais utiliser pour le robot que je suis en train de créer, il va falloir que je choisisse correctement. Donc, il y a un sujet là, parce que je peux biaiser mon dataset, évidemment. Et donc, c'est là, encore une fois, qu'il faut certainement passer par la régulation et tout ce que j'ai raconté juste avant. Donc, le problème des data est un problème absolument crucial, parce que les datasets qu'on trouve sur Internet ou qu'on achète ou qui sont gratuits, ils sont très bien pour apprendre les algorithmes, pour comprendre comment vont se comporter les algorithmes, mais ils ne sont pas forcément très bien pour le monde réel, comme vous avez dit. Donc le monde réel, la meilleure chose pour n'importe quelle boîte, quand on commence à avoir quelque chose de très particulier, où on est fier de ce qu'on a fait, il va falloir certainement aller tester ses propres datasets. Le problème, c'est que quand on parle de deep learning, un dataset, on ne parle pas de 2000 sujets, comme ça sera en pharma. On va parler de dizaines, de centaines, de milliers de data. Et donc c'est compliqué, c'est cher, mais c'est le prix à payer pour avoir quelque chose de qualité et d'innovant et de différent. Luc Julia, on va bientôt conclure. Une dernière question avant de passer la parole à Marie-Thérèse Mercier pour la région Occitanie. Avec un groupe d'entreprises à la Cité de l'Éco, on est en train d'inventer des métiers de demain. Une colle, un métier de demain pour vous autour de l'IA. Un ingénieur, un sociologue, un traducteur, un éthicien, un spécialiste du green et de l'IA. Bon, tout ce que vous avez dit, il y en aura. Donc ça va être un métier de demain, c'est un métier qui va maintenir ces IA, qui va leur permettre de trouver les bonnes datas, de trouver la bonne énergie, de trouver les bons clients. Donc il va y en avoir plein, parce que ces robots, il va falloir les maintenir, il va falloir les comprendre et les maintenir. Donc, encore une fois, 80% des métiers dans 10 ans n'existent pas aujourd'hui. Donc, moi, je ne sais pas ce que ça peut être, mais il y en aura. Je vous remercie. Bonjour à tous. Donc, je ne vais pas faire un mot de conclusion. Je pense que vous l'avez fait. Et puis, ces keynotes, elles ont plutôt vocation, non pas à conclure, mais au contraire à élargir les sujets, à vous faire réfléchir. Juste un mot sur la Cité de l'économie et des métiers de demain. La crise sanitaire étant passée par là, on a bien sûr attendu un peu avant d'ouvrir cette cité. Vous avez vu, c'est un lieu magique dans lequel on va vouloir beaucoup de bouillonnement, beaucoup d'échanges. Aujourd'hui dans un format réduit, mais avec aussi beaucoup de virtuel. Toutes les keynotes, bien sûr, sont enregistrées et retransmises. Alors, je voudrais deux choses. Vous dire que la cité, elle sera inaugurée au mois d'octobre, donc le 16, par la présidente de région. On va dire que ça sera le lancement officiel. Mais ce lieu, c'est aussi le vôtre. Donc, comme vous l'avez vu, donc là, Luc Julia, cette conférence passionnante sur l'IA a été organisée en partenariat avec Leader. Et je crois que ce qui est important, c'est que vous ressentiez que ce lieu, c'est le vôtre, que c'est un lieu où il doit se placer plein de choses,
Ce qu'on souhaite au niveau de la région, c'est si la présidente de région elle a voulu créer ce lieu qui est à la fois destiné aux universitaires comme aux entreprises petites ou grands groupes, c'est vraiment qu'il faut que ce soit dans notre région, en Occitanie, qu'on invente ces métiers de demain. Il y a aujourd'hui, vous l'avez rappelé, et ça a été l'origine et le début de la Cité de l'économie et des métiers de demain, 75 ou 80% des métiers de demain n'existent pas aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a créé cette cité, parce qu'on veut que ces métiers de demain, ils s'inventent en Occitanie. Et donc, on a besoin de vous tous pour créer cette émulation, ce dynamisme qui va faire que toutes ces réflexions, à la fois les keynotes, bien sûr, mais ensuite les hackathons, tous les programmes d'action, feront que les métiers de demain, on les créera ici plutôt qu'ailleurs, parce qu'on veut créer des emplois pour nos jeunes et pour tous. Il va y avoir, et la conférence précédente, c'était celle d'Alec Ross, donc qui était l'inspirateur de Barack Obama sur sa campagne, donc sur l'innovation. Et c'était très intéressant aussi, et ça rejoint ce que vous avez dit sur les métiers de demain, parce que son message, c'était de dire qu'on ne va pas inventer une nouvelle industrie. Aujourd'hui, l'enjeu, en tout cas, c'est bien de transformer l'industrie traditionnelle. Et donc, ces métiers de demain, ils vont bien s'inventer dans les industries traditionnelles. On a la chance d'être dans une région, comme vous le savez, qui a beaucoup d'atouts, dans les énergies, dans l'hydrogène. Mais aussi, nous avons la chance de pouvoir transformer toute notre économie. Et nous souhaitons que par ces échanges, à la fois, merci pour votre intervention aussi sur... on a besoin de toute cette énergie, de toute cette innovation pour créer ici les emplois de demain. Donc c'est ça mon message. Donc merci pour votre intervention. Merci Adjali de vous avoir fait venir. On continuera, je l'espère, à travailler avec vous sur ces sujets-là qui sont fondamentaux. Et peut-être un petit message pour continuer, vous pourrez, toujours en format réduit, désolé, dédicacer votre livre, avoir un échange en direct avec Luc Julia, donc on aurait voulu bien sûr plus important. Merci à vous tous. Même dans cette situation, il faut que effectivement ces métiers, justement, on arrive à les inventer très vite, à les créer, et on compte bien sûr sur vous au sein de la région pour créer cette dynamique et pour inventer ici ces métiers de demain. Voilà, merci en tout cas, merci à vous tous d'être présents. Oui, pour les dédicaces, il faut passer par la porte qui se trouve à votre droite en respectant bien les distances. Et effectivement, plutôt par ici, en respectant les distances et effectivement, distanciation sociale pour ce moment qui dure une vingtaine de minutes. Voilà, je vous remercie.